Il va lancer la sienne, ses objectifs sont clairs, virer en tête au premier tour. Je reçois la tête de liste du Front National, Christophe Boudot. Bonjour Monsieur Boudot. Bonjour. On va parler de cette campagne, mais aussi avec vous longuement de la crise des migrants. La France va en accueillir 23 000 venus de Syrie ou d'Irak. Plusieurs villes se sont portées candidates pour en recevoir dans la métropole lyonnaise. Une des toutes premières à s'être manifestée, c'est Villeurbanne. Son maire, le socialiste Jean-Paul Brett, nous rejoindra tout à l'heure. Alors vous n'êtes pas forcément, Christophe Boudot, la personnalité la plus médiatique du Front National. Vous dirigez pourtant la liste frontiste dans la seconde région de France. Ça mérite quand même qu'on s'attarde 2 secondes sur vous et votre parcours. 46 ans, oui. Marié, 3 enfants. Vous n'êtes pas un professionnel de la politique d'ailleurs. Vous avez un métier, vous travaillez dans le secteur viticole, c'est ça? Oui, j'en suis assez fier parce que j'aime bien qu'on ait une double activité, c'est-à-dire la politique, c'est vrai, pour nous engager sur des idées, sur des programmes et pour convaincre nos compatriotes, pour améliorer la vie et la société, mais aussi rester sur, j'allais dire, les pieds dans la terre, dans une entreprise. Moi, je travaille dans le secteur viticole. Vous faites quoi? Je suis agent commercial. Je distribue des produits pour la viticulture, des cartons, des bouteilles, des bouchons, pour le vin, mais malheureusement pas le vin lui-même. Alors, vous ne cachez pas que vous êtes un catholique pratiquant. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, c'est vrai, ça me caractérise, ça me constitue, mais j'en fais pas toute une affaire, puisque la politique, pour moi, c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour moi, ça me constitue, c'est quelque chose qui me parle. J'ai des convictions religieuses, voilà, mais j'en fais pas état forcément quand je fais de la politique. Est-ce que les prises de position récentes du pape François, notamment sur l'avortement, quand il appelait au pardon des prêtres, c'est quelque chose que vous avez approuvé? Écoutez, le pape est dans son rôle quand il parle de ces sujets-là. Il parle aussi des migrants, aussi beaucoup. Moi, je suis dans un rôle plus politique, de responsable politique. En tant que chrétien, là, je parlais plutôt. En tant que chrétien, oui, ça me parle, bien sûr. Oui, ça me parle parce que. Vous trouvez trop à gauche, ce pape? Non, c'est pas une question. Je savais, le pape n'est pas politique, ne doit pas faire de la politique, mais il doit être, le phare que l'on suit, le phare que l'on respecte. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le pape. J'avais beaucoup de respect aussi pour son prédécesseur. Et je crois que le pape a beaucoup de travail actuellement pour essayer peut-être un peu de libéraliser la religion catholique, c'est vrai, mais conserver les dogmes et conserver quand même ce que l'on attend aussi d'un pape, c'est-à-dire d'être vraiment une personne qui conserve les valeurs aussi. Au Front National depuis 2002, mais vous êtes sympathisant depuis bien longtemps du Front National et vous avez, on peut dire, un mentor qui est Bruno Gollnisch. Politiquement, vous vous sentez d'ailleurs plus proche de qui? De la ligne Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, ou bien de la ligne actuelle, on va dire peut-être plus édulcorée, de Marine Le Pen et de Florian Philippot? Non, j'avais soutenu Bruno Gollnisch pendant la bataille interne, c'est sûr, en 2011, mais je suis bien sûr dans la ligne du Front National, dans la ligne de Marine Le Pen, parce qu'il n'y a qu'une ligne au Front National, c'est la ligne de l'avenir et c'est la ligne de Marine Le Pen du bureau politique. Vous savez, j'ai été désigné tête de liste, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à l'unanimité du bureau politique. Jean-Marie Le Pen, Florian Philippot, Marine, Bruno, ils ont tous voté pour moi, pour que je conduise cette liste, donc j'en suis très fier. Il y a quand même bien 2 lignes politiques aujourd'hui au Front National, clairement? Non, je ne crois pas. Le Front National regarde l'avenir. Le Front National, certes, a parfois des dissensions internes, ça peut arriver, comme dans tous les partis. Parfois des dissensions internes. Comme dans tous les partis. On va parler d'université d'été, de ce qui s'est passé, les semaines précédentes. Parlons-en, des dissensions internes. L'université d'été a été un succès pour moi parce que 5000 personnes, le parc Chanot plein à craquer, avec un discours de la présidente qui était très incisif, un très beau discours, à mon avis, qui restera dans les annales. Et Bruno Gollnisch a toute sa part, bien évidemment, au Front National, prend toute sa part dans la doctrine du Front National et dans son développement actuel. Bien sûr. Alors, à cette université d'été du Front National, il y a eu un espèce de vrai faux suspense sur où serait Jean-Marie Le Pen, ce qu'il allait faire. Il tenait parallèlement à l'université d'été une conférence de presse, notamment où il y avait beaucoup de journalistes et de médias. Vous venez de vivre ces moments de crise quand même profonde au Front National. C'est pas rien d'exclure le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen a eu raison d'aller jusque-là? Je ne parlerai pas de crise. Très honnêtement, je ne parlerai pas de crise. C'est peut-être une crise de croissance pour nous, oui, c'est vrai, en la matière. Mais exclure celui qui a incarné le Front National depuis sa création, c'est regrettable. C'est pas une crise. C'est regrettable, c'est sûr. Nous aurions préféré que ça se passe bien différemment. Mais bon, il faut regarder l'avenir. Jean-Marie Le Pen a été le fondateur du Front National, a été quelqu'un qui l'a structuré, qui l'a amené maintenant là où il est. Et Marine Le Pen
maintenant reprend le Front National, a repris le Front National depuis 4 ans déjà, et je la soutiens totalement. Mais j'ai beaucoup d'amitié pour Jean-Marie Le Pen, bien évidemment. Mais les choses doivent évoluer. Sur le fond. Non, les choses doivent évoluer. Vous êtes... Et que lui-même, il ne doit plus parler au nom du Front National. C'est ce que Marine a dit, et c'est ce que moi je pense, en tout cas depuis très longtemps. Jean-Marie Le Pen restera pour nous le fondateur, une voix du Front National très importante, et maintenant c'est Marine. Vous craignez qu'il conserve un pouvoir de nuisance, notamment avec ce rassemblement bleu-blanc-rouge qu'il veut créer? Non, je ne crois pas. Vous savez, Jean-Marie Le Pen est très intelligent. Il sait très bien que le Front National a devant lui des échéances très importantes, et il va plutôt aider le Front National plutôt que le déstabiliser, je crois. Ces querelles de personnes, finalement, qui pourrissent le Front National depuis quelques mois, c'est exactement ce que vous ne cessez de dénoncer au Parti Socialiste ou aux Républicains. Finalement, vous n'échappez pas à ces problèmes politiciens. Non, il n'y a pas de querelle de personnes au Front National, même s'il y a eu quelques dissensions. Monsieur Boudot, vous ne pouvez pas dire ça. C'est un épiphénomène. C'est pas vraiment... Le Front National a une ligne tout à fait claire et tout à fait unitaire. Il fallait venir à l'université d'été il y a quelques temps, là, à Marseille, la semaine dernière. Vous auriez vu que le Front National est uni et est conscient des choses qui s'avancent vers lui. Et il faut avoir un Front National d'unité. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait actuellement, parce que le Front National n'a pas le temps de s'arrêter sur les chicailleries. Je crois que tout ça est derrière nous maintenant. Si Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National, c'est pour des propos extrémistes. Pour les élections régionales, il va y avoir 230 candidats. Est-ce que vous allez traquer sur les réseaux sociaux la moindre quenelle qui pourrait ressurgir de la part d'un de vos candidats? Ça s'est vu aux élections départementales. On ne va pas traquer nos candidats, évidemment, on ne l'a jamais fait. Mais bien sûr, je donnais des consignes pour que tous les candidats se tiennent et vraiment la conscience d'être candidat du Front National. Et quand on est candidat du Front National, on n'est plus un militant parmi tant d'autres. On doit se tenir et on doit, en tout cas, appliquer la ligne du mouvement. Voilà. Donc, effectivement, je serai très sensible. Je regarderai de très près, bien sûr, ce que disent mes candidats, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Je les ai prévenus déjà qu'ils doivent suivre la ligne. Premier sondage, celui que publient nos confrères du mensuel Mac de Lyon dans leur numéro du mois de septembre. Le sondeur BVA a retenu plusieurs hypothèses. Voici les résultats pour une de ces hypothèses, c'est-à-dire si Laurent Wauquiez officialise son accord avec les centristes du MoDem. Il serait à ce moment-là à 34,5% d'intention de vote sur le premier tour. Il devancerait Jean-Jacques Kerran à 23%. Et vous, Christophe Boudot, avec 19%. Et la liste d'Europe Écologie Les Verts associée au parti de gauche avec 15%. Vous ne cessez de répéter que vous espérez être en tête au soir du premier tour. Alors évidemment, ce n'est qu'un sondage, mais on est quand même maintenant relativement proche de l'élection. Est-ce que l'écart avec Laurent Wauquiez est trop important pour pouvoir être en tête au soir du premier tour? Non, est-ce qu'à 19%, vous vous sentez, je ne sais pas, un peu déçu par les résultats de ce sondage? Non, je ne crois pas. Je n'accorde pas beaucoup d'intérêt à ces sondages, surtout qu'ils sont à 3 mois de l'élection, vous l'avez dit. Et les gens ne s'intéressent pas du tout à l'élection. Par contre, l'écart est très important. Oui, mais enfin, je n'accorde pas beaucoup d'intérêt à ces sondages parce que, vous savez, les sondages, on peut repartir sur l'élection précédente. En 2010, à la même époque, 3 mois avant l'élection, les sondages, même 1 mois avant l'élection, les sondages me donnaient 8% et nous avons fait 17%. Vous avez fait 14 en Rhône-Alpes. 17% au premier tour et 15% au deuxième tour des élections de 2010, si je vous l'affirme. Donc c'est vrai que ces sondages-là, on ne sait pas par qui ils ont été commandés. C'est le Mac de Lyon, très bien. BVA, c'est un institut sérieux. Mais vous savez, les sondages, on en parlait aussi. Les sondages, on les méprise que quand ils sont mauvais. Non, c'est pas ça. On en parlait à la fin août des sondages. M. Wauquiez avait commandé des sondages. Il a l'habitude de faire ça, puisqu'avec Sarkozy, il le faisait quand il était au pouvoir. Des sondages très chers, d'ailleurs, payés par la collectivité. Et ces sondages-là lui ont dit que le Front National était en tête. C'est pour ça qu'il s'est dépêché de faire une alliance avec le centre, une alliance un peu contre nature, je crois, avec le centre. Donc, il ne parle pas des idées, mais il parle des places. Donc, je crois qu'il est un petit peu en panique, finalement. Je crois que moi, ce que je vois, c'est quand même les Rhône-Alpins, les Auvergnats, quand je les rencontre. Je fais le tour de tous les départements depuis déjà 3 mois. Je vais continuer à le faire, bien sûr, tous les jours pratiquement, jusqu'au mois de novembre-décembre. Et les yeux dans les yeux, les Rhône-Alpins et les Auvergnats me disent qu'il faut prendre le pouvoir, on est avec vous. Et je crois que ce score de 19%, qui est un score qui n'est pas neutre, est bien sous-évalué finalement. Est-ce que, malgré tout, c'est une région où c'est plus difficile pour le Front National? Alors, vous êtes certainement moins médiatique que les candidats d'autres régions, comme
Marion Maréchal-Le Pen en Peut-être, PACA oui. ou Marine Le Pen dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, bien évidemment, qui sont deux régions qui focalisent l'attention, quitte à ce que vous soyez beaucoup moins visible, vous, sur Rhône-Alpes-Auvergne, alors que c'est malgré tout la deuxième région de France, on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais vous savez, cette région peut aussi être très favorable au Front National. On a l'Auvergne, par exemple, où nos scores ont été très très bons aux européennes, très très bons aux départementales. Très très mauvais en 2010, 9%. Oui, mais enfin là, on n'est plus en 2010. Hein. Vous me citiez 2010 tout à l'heure. Le score en Auvergne était mauvais en 2010. Oui, mais le score de l'Auvergne s'est considérablement amélioré. Par exemple, nous sommes dans un étiage de 20 à 25% dans tous les départements d'Auvergne. Donc c'est très favorable et ça augure vraiment une belle réussite pour le soir du premier tour. Et après, on verra. Je vais vous montrer une photo qui a tout changé dans la crise des migrants que l'Europe connaît depuis 2 mois. C'est bien évidemment la photo de ce petit garçon syrien de 3 ans, Elan Kurdi, retrouvé mort sur une plage de Turquie après s'être noyé au cours d'une traversée dans laquelle ont également péri sa mère et son grand frère de 5 ans. Je voudrais savoir, Monsieur Boudot, essayons de revenir un peu en arrière, comment vous avez réagi, à titre personnel, peut-être pas comme dirigeant du Front National, quand vous avez découvert cette photo? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? La tristesse, bien évidemment. Voir cet enfant mort sur une plage, c'est dramatique. Mais après, on reprend vite ses esprits et on reprend vite son costume d'homme politique, finalement. Parce que je trouve un petit peu dommage que les médias, pas tous, aient un peu exploité cette image pour forcément faire réagir nos compatriotes. Mais je crois que quand on est un homme politique, on n'est pas dans la compassion, hein, on est dans l'action. Donc c'est vrai qu'à titre personnel, j'étais très touché par cette image, mais je crois que cette image ne doit pas faire le tour du monde, ne doit pas servir de prétexte à finalement mettre en place un programme, mais on en parlera tout à l'heure, je pense, on va en parler, un programme de submersion migratoire finalement, parce que c'est l'image c'est un petit peu l'image que ça voulait dire, ça. Depuis la publication de cette photo, s'est enclenché, c'est vrai, en Europe, un mouvement de solidarité comme il n'y en avait pas eu depuis le début de cet exil des migrants syriens ou irakiens, même si l'Allemagne d'Angela Merkel avait réagi au drame précédent, qu'on peut rappeler, le naufrage début août qui avait coûté la vie à 200 personnes, ou encore cette horreur absolue, ces 71 migrants retrouvés décomposés dans un camion en Autriche, fin août. En France, le président Hollande a annoncé en début de semaine que le pays pourrait recevoir 23 000 réfugiés. De nombreuses villes se sont portées volontaires pour en recevoir, pour organiser l'accueil de ces réfugiés en urgence dans la métropole lyonnaise. C'est notamment le cas de Villeurbanne. Et je vais demander à son maire, Jean-Paul Bret, de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau. Jean-Paul Bret, maire PS donc de la 4e ville de la région, Villeurbanne. Bonjour Monsieur Bret. Bonjour. Je vous posais la même question qu'à Christophe Boudot. Est-ce que pour vous, la photo d'Elan a été comme une révélation, un électrochoc peut-être? Non, mais elle est un des éléments qui incontestablement a donné une dimension particulière à ce que nous connaissions et ce qui avait déjà été montré de différentes manières avant. Un renversement dans l'opinion? Non, je ne pense pas, mais elle a été un degré supplémentaire et je pense que, d'une certaine manière, elle a sans doute contribué à une prise de conscience de l'opinion plus importante que celle qui était avant. Et pourtant, avant, les images, ou en tout cas les choses qui s'étaient passées, dépassaient déjà souvent l'imagination. Est-ce qu'on n'est pas quand même en train un peu de réagir sur l'émotion, sachant que cette guerre civile en Syrie a commencé il y a 4 ans, donc ce n'est pas d'hier, que le califat de Daesh, lui, a été décrété il y a 1 an. C'est un problème qui s'est amplifié ces derniers mois, mais qui est quand même bien présent depuis des mois. Et on a l'impression que c'est seulement depuis la publication de cette photo qu'il y a une mobilisation, notamment dans les villes. L'émotion, elle est là, elle existe, et elle n'est pas toujours mauvaise conseillère. Ce qui serait regrettable, c'est qu'effectivement, on ne réagisse qu'à l'émotion. Et moi particulièrement, dans les choses que j'ai proposées à Villeurbanne et que nous sommes en train de mettre en place, de nous préparer à mettre en place en tout cas, c'est justement de faire en sorte qu'on ne soit pas simplement dans une réponse compassionnelle, une réponse émotive, mais que derrière les solutions que nous proposions, enfin les mesures que nous mettons en place, elles puissent s'inscrire dans la durée, dans la pérennité, dans le professionnalisme aussi, parce que nous avons la chance dans cette agglomération, et particulièrement ici dans notre ville, à Villeurbanne, d'avoir des structures professionnelles. Le siège de Forum Réfugiés s'y trouve depuis longtemps. Nous avons des dispositifs comme les CADA qui accueillent déjà des réfugiés politiques bien avant les derniers événements. Donc on sait bien... Permettez. Non, c'est un débat, M. Bret. Oui, mais vous permettez que je termine ma phrase. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Si vous voulez, moi je vous en prie aussi, parce qu'effectivement, nous sommes tout à fait aux antipodes de ce que vous représentez. C'est vrai, je vous en prie, terminez. Et donc, nous sommes une ville, écoutez, cette ville, puisque M. Boudot m'interrompt, nous sommes une ville d'accueil. Cette ville, il y avait 40% d'étrangers en 1920.
Ils sont tous devenus des Français. Il y a des Arméniens, des Espagnols, Il y avait combien de des chômeurs en brigades 1920, antifranquistes. Il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça, Voilà. 6 millions. Donc ne résumons pas ça au problème du chômage. Alors, et aujourd'hui, en accueillir 24 000 à l'échelle de la France, tout à l'heure j'ai entendu parler d'une invasion, d'une Submersion migratoire. Oui, c'est ça. C'est proprement scandaleux d'entendre cela. Et c'est loin de la réalité. Ça représente en pourcentage 24 000 à l'échelon de la France, à l'échelon de la région Rhône-Alpes, ça fait 2400 à l'échelle d'une agglomération. Et vous, à Villeurbanne, Combien combien vous pouvez Je ne sais pas, accueillir on s'y prête, mais on sera de l'ordre plutôt de la centaine, de 100 à 200. Je ne peux pas en dire plus, mais enfin, ramener ces chiffres à l'échelle de la France, à l'échelle de la métropole, à l'échelle d'une ville de 150 000 habitants, voilà ce que ça représente. Et nous dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une invasion à travers une centaine ou quelques centaines de personnes que l'on accueille, c'est là qu'il y a véritablement scandale. Et c'est là qu'il y a des fantasmes qui sont alimentés et qui n'ont aucune réalité. Demain, nous parlons d'abord de 2400. C'est une vraie réalité. Et nous en avons accueilli beaucoup plus dans le passé. Monsieur Boudot, on parlait d'émotion. Malgré tout, c'est vrai que ces gens vivent des drames épouvantables. Ils ont le choix, en gros, entre l'État islamique de Daesh ou bien une guerre civile avec Bachar el-Assad. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas quand même une urgence humanitaire à ce qu'ils aillent dans des endroits paisibles comme l'est encore l'Europe, malgré tout? Alors, revenons sur les causes déjà de cette déstabilisation du Moyen-Orient. Nicolas Sarkozy en est le principal responsable, avec Bernard-Henri Lévy, une haute autorité du Parti socialiste aussi, qui ont déstabilisé considérablement cette région. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait accueillir tous ces réfugiés. Mais d'ailleurs, ils ne sont pas tous réfugiés. Ils sont en majeure partie migrants économiques, ça peut arriver. C'est faux. Non, mais là, on parle des réfugiés syriens quand même. Voilà. Pour le coup, les 24 000, c'est les réfugiés syriens. Ils sont peut-être aussi réfugiés économiques. Est-ce que vous allez faire le tri entre les économiques, entre les Puis on va leur demander aussi leur certificat de baptême bientôt. Mais je crois qu'il ne faut pas se payer de mots. Je crois que l'accueil qui doit être fait de ces populations doit être fait par les pays du Golfe. Par les pays du Golfe qui sont limitrophes. Personne ne demande au Qatar, aux Émirats d'accueillir ces populations, alors qu'elles sont complètement limitrophes de la Syrie et de l'Irak. Je crois que c'est ça le vrai problème. Clairement, monsieur Boudot, j'aurais une position claire. Ce n'est pas à la France d'accueillir ces personnes-là. Aujourd'hui, 24 000 migrants venus de Syrie, pour vous, pour le Front National, c'est non, on n'en veut pas. C'est non, parce que ça vient de s'ajouter déjà aux 200 000 entrées légales par an, plus les illégaux qu'on avait déjà avant. Donc c'est probablement scandaleux. Il faut dire non, il faut dire stop à cette vague migratoire qui nous arrive. Des pays déjà le font, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie n'en veut plus. Je crois que vous allez être dépassé par les événements, M. Brett. C'est bien beau de parler de quelques centaines à Villeurbanne, mais vous avez déjà 13 000 chômeurs à Villeurbanne, par exemple. Et croyez-vous que ces personnes-là vont prendre la place des gens qui sont chômeurs? Vous n'avez pas de logement social. C'est là qu'il y a de l'imposture de votre part. Vous voulez leur donner un travail. Mais quel travail allez-vous leur donner, M. Brett? Dans les associations, peut-être, payées par l'argent public? Monsieur Brett, une question concrète, justement, où on les loge, sachant qu'il y a beaucoup de demandes sur les logements sociaux. Est-ce qu'on a les capacités de les accueillir au niveau de la métropole? C'est là qu'il y a de l'imposture de dire que ces personnes, de laisser croire que ces personnes arrivant, elles vont prendre la place des gens qui sont en attente de logement social. Monsieur Brett. Permettez. Vous leur donnez un travail. Mais donc quel ces gens-là, vous ne connaissez pas la réalité de ce que sont les réfugiés, politiques, et même aussi les réfugiés économiques. Non, vous ne connaissez pas. De la misère des Français. Et vous ne faites que décrire une situation pour essayer d'en profiter et pour essayer d'utiliser les fantasmes qui sont les vôtres. Vous êtes dans la compassion, M. Brett. Vous me permettez, je vous ai dit tout à l'heure la façon dont nous abordions les choses. Bien sûr qu'il y a de la compassion, parce que nous sommes un pays qui est le pays des droits de l'homme, parce que dans la Constitution, il y a la nécessité d'accueillir les réfugiés politiques, c'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans l'Union européenne, et quand on est dans cette situation-là, il faudrait s'en exonérer. Nous trahissons tout ce que nous sommes, et c'est vrai que vous-même, nous n'avons plus les moyens. Permettez. Nous avons les moyens d'accueillir aujourd'hui des réfugiés politiques dans un pays de plus de 60 millions d'habitants. Dire qu'on ne peut pas accueillir 24 000 personnes, 2 400 à l'échelle de Rhône-Alpes et quelques centaines à Villeurbanne, c'est se moquer du monde. C'est essayer de leur faire peur. Répondez à la question. Quel logement, quel travail? C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites. Vous allez les loger, et quel logement, quel travail? Bien, vous savez, une réponse professionnelle, elle passe par différentes choses. Si les gens arrivent d'une part, ils auront déjà été repérés au niveau national. Il faut savoir si ce sont des familles, si ce sont des gens qui viennent par exemple de régions rurales, est-ce qu'ils viennent de régions urbaines, est-ce que ce sont des mineurs, est-ce que ce sont des gens qui sont isolés. La réponse à là, elle s'adapte déjà à ça. Après, les gens ne viennent pas, ils n'ont pas tout de suite un travail. C'est complètement méconnaître la réalité. Vous l'avez promis pour c'est complètement méconnaître la réalité d'une personne en situation de réfugié qui arrive. Vous l'avez promis, il y a déjà un rapport avec la langue, il y a un rapport avec nos institutions. La culture, monsieur bien sûr. La culture aussi. Mais ces choses-là, elles demandent du temps, elles s'acquièrent, et l'accompagnement social,
culturel, scolaire qu'il faut mettre en place, il est évident qu'il demande du temps. Quand les Arméniens, monsieur, sont arrivés ici, dans notre pays, dans les années 20, dans les années 25, est-ce qu'ils parlaient français? Non. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui l'exemple même d'une population qui s'est intégrée? Je les ai soutenus, les Arméniens, M. Brett. Vous les avez soutenus, oui. Oui. Quand il s'agit effectivement d'utiliser tout ce qui s'est passé hier, vous les avez soutenus. Monsieur Brett, ils se sont assimilés au modèle français. Ils ont trouvé du travail, ils ont appris notre langue et ils sont aujourd'hui intégrés. C'est une belle réussite d'assimilation. Beaucoup d'autres populations. Monsieur Boudot, les réussites pour vous sont toujours hier. Aujourd'hui, pourquoi les Syriens ne s'adapteraient pas à notre pays? Parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même façon de vivre. Vous avez vu les costumes des Arméniens quand ils venaient en 1925? Les Arméniens sont vous avez vu comme ils étaient en 1920 et la France n'était pas dans un plus tard qu'en 1920. La France n'était pas dans un état de délabrement comme elle. Monsieur Brett parle de logement, parle de travail, mais tout est saturé à Villeurbanne, Monsieur Brett. Il faut 3 ans pour trouver un logement social dans votre ville. Non, Monsieur Boudot. Avec quel argent allez-vous vous en occuper? Vous connaissez très peu cette ville. Je connais très bien la ville, au contraire. Du tout la façon dont cette ville s'est constituée. Je connais très bien cette ville a une tradition d'accueil. Elle s'est constituée avec des gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont devenus d'ici. La population étrangère était importante. Les Villeurbanais d'aujourd'hui, si l'on remonte à leurs pères, leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères, à 80%, ce sont des gens qui sont d'origine étrangère. D'Italie, d'Espagne, d'Arménie et de plus loin. Ne faites pas un portrait d'une ville que vous ne connaissez pas. Monsieur Brett. Ne parlez pas tous les deux en même temps, sinon on ne vous entend pas, Monsieur Boudot. Et puis après, j'aurais qu'on écoute aussi le maire de Roanne. Monsieur Brett fait un peu d'angélisme dans sa ville de Villeurbanne. On sait très bien que les communautés sont juxtaposées à Villeurbanne et l'insécurité augmente. Ça, c'est un fait. C'est un discours vous avez 13 000 chômeurs. Non, j'ai des chiffres, Monsieur Brett. Vous avez 13 000 chômeurs à Villeurbanne, je ne le conteste pas. Et le travail, faire le lien entre les 13 000 chômeurs et les quelques centaines de réfugiés politiques que nous accueillons, c'est là qu'il y a une imposture. Au début, quelques centaines. Une imposture vivante lorsque vous dites ça. Alors, messieurs. Au début, quelques centaines. On l'a bien compris, il y a pas mal. Dans quelques mois, ce sera quelques milliers, pardon. Il y a pas mal de polémiques, on l'a compris en vous entendant tous les deux autour de cette question de l'arrivée des migrants. Et une polémique déclenchée en partie par le maire républicain de Roanne, le député Yves Nicolin. Il est d'accord, lui, pour recevoir des réfugiés dans sa ville à Roanne, mais uniquement si ces réfugiés ne sont pas musulmans. Qu'ils soient musulmans lui pose problème et il explique pourquoi à Claire Exbraya. Si nous prenons des chrétiens, si nous prenons des yiddish, eh bien là, il sera plus rapide d'obtenir des garanties comme quoi nous avons affaire à des gens qui viennent vraiment en toute bonne foi sur notre territoire et nous les accueillons. J'ai vu un certain nombre d'émissions qui disent qu'il y a un risque potentiel pour 1%, effectivement, d'avoir des infiltrés de Daesh. Mais 1% sur 300 000, ça fait 3 000 personnes. Ça fait 3 000 terroristes potentiels. Certains sont même allés plus loin, comme le maire de Charviot-Chavagny en Isère. Lui, il est allé jusqu'à faire prendre une délibération à son conseil municipal pour que soient justement favorisés les chrétiens. À ces polémiques, réponse cinglante du Premier ministre Manuel Valls. On ne trie pas en fonction de la religion. On accueille les chrétiens, les musulmans, les yazidis. On ne trie pas. Le droit d'asile, c'est un droit universel. Monsieur Brett, j'imagine que vous êtes évidemment d'accord avec le Premier ministre. Néanmoins, ce que dit Yves Nicolin, est-ce qu'il peut y avoir aussi un risque d'infiltration d'islamistes? Écoutez, ça c'est vraiment l'utilisation de fantasmes. Si des terroristes veulent pénétrer dans notre pays ou dans d'autres pays européens, ils ont effectivement un certain nombre de façons de venir. Oui, il y a plus je ne pense pas il n'y a plus de frontières, que c'est à travers vous les avez supprimées. d'un statut de réfugié économique et à travers ce dont on parle aujourd'hui qu'ils utiliseront cela. Donc, utiliser faire cet usage-là, en quelque sorte, c'est ça qui est proprement scandaleux. Parce que l'objectif, à ce moment-là, ce n'est que de faire peur. Aujourd'hui, ces personnes qui sont dans ces situations-là, qui fuient des situations de viol, de persécution, de barbarie, c'est de notre responsabilité, c'est aussi notre honneur, ici, dans notre pays, et pour ce qui me concerne, dans notre ville à Villeurbanne, de pouvoir les accueillir et ensuite de pouvoir les accompagner dans un parcours d'intégration. Certains peut-être retourneront dans leur pays lorsque la paix sera revenue. Certains resteront parce que les Arméniens, par exemple, beaucoup sont restés. Ne parlez pas des Arméniens, c'est une situation qui est complètement différente. Permettez-moi de dire que dans le cas, notre pays est constitué de personnes qui sont venues très souvent, et notre ville en particulier, qui étaient des migrants, pour certains des réfugiés politiques, pour d'autres des migrants économiques, et ces personnes sont aujourd'hui intégrées. Donc dépeindre notre société demain dans cet avenir totalement sombre, c'est effectivement utiliser les peurs, les fantasmes, et cela c'est honteux. Et ce qu'a dit M. Nicolin est proprement honteux.
il faudrait demander aux personnes qui viennent ici un certificat de baptême. Et par ailleurs, les mêmes vont nous faire des leçons sur la laïcité. La laïcité, évidemment, qu'ils détournent. Et vous trouvez que ça, c'est normal ? Je vais vous donner une citation. Elle est de Marine Le Pen, justement, lors de l'université d'été du Front National, la semaine dernière, qui dit « L'immigration n'est pas une chance, c'est un fardeau ». Ce à quoi lui a répondu Nicolas Sarkozy, président des Républicains, et qui parle à propos de Marine Le Pen sur ses propos d'inhumanité, de brutalité. Oui, bon, on connaît la brutalité, l'inanimité de M. Sarkozy. Je crois que c'est assez dérisoire de dire ça. Mais mettons, M. Sarkozy parle d'accueillir des réfugiés politiques ou des réfugiés de guerre. Mais il y a 260 millions de réfugiés de guerre dans le monde. Il va accueillir tout le monde? Non. L'immigration, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle ne soit pas chrétienne, est une immigration de plus. Vous avez fait rentrer, M. Brett, le Parti socialiste, et l'UMP aussi, vous êtes ensemble là-dessus, 200 000 entrées légales par an depuis 15 ans. Ça fait plusieurs millions d'étrangers en France. Si c'est illégal, c'est interdit par définition. Pas, oui, mais on ne connaît pas bien. Monsieur Boudot, et c'est pas 200 000. C'est pas 200 000 illégales, c'est 200 000 légales. 200 000 légales, pardon. 200 000 légales, plus quelques dizaines de milliers illégaux. C'est ça qu'on ne peut pas chiffrer, la parce France que par ne peut définition, plus. c'est Mais illégal. moi aussi, je voudrais citer une phrase de M. Badinter, que vous connaissez très bien, M. Brett. Alors, M. Badinter a déclaré il y a quelques semaines, en raison de son fort taux de chômage, la France n'est pas en capacité d'accueillir des migrants supplémentaires. Voilà. Écoutez votre mentor, M. Brett. On peut toujours sortir des phrases comme ça. Vous êtes venu avec vos documents, non, vous l'aviez préparé. Pour être précis, vous entendre citer M. Badinter, et voilà. M. Oudot, avec ce qu'est cette personne-là, lui a compris, il a l'honneur de notre pays, à travers l'abolition de la peine de mort. Vous entendre aujourd'hui, c'est véritablement un détournement des symboles. Et vous êtes pas un symbole, c'est la réalité, M. Brett. Je vous le dis avec le sourire, mais vraiment, vous savez, quand vous dites ça, vous n'êtes guère crédible. M. Brett est dans l'angélisme. Vous êtes dans l'angélisme. Vous l'avez dit 1000 fois que j'étais dans l'angélisme. Votre ville de Villeurbanne est une ville de communauté conflictuelle. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité aujourd'hui. Elles vivent ensemble. On arrive au terme de cette... ensemble. Les juifs, les musulmans, elles ne vivent pas côte à côte. Mais ça, pour alimenter votre image fantasmée de la ville, elles vivent côte à côte. Restez sur le concret, M. Brett. Venez donc un peu ici dans cette ville. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de travail. Mal accueilli. Monsieur Boudot, on est au terme de cette discussion avec Jean-Paul Brett. J'ai juste une dernière question à vous poser rapidement, Jean-Paul Brett. Ils arrivent quand chez vous, les premiers migrants? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que cette espèce de présentation de hordes de réfugiés qui arrivent, on sait bien qu'il y en a en principe 24 000 en France. Il y en a seulement quelques milliers qui sont arrivés. Il y a tout un travail en amont, je ne veux pas dire de sélection, mais en tout cas de repérage, vous savoir qui ils sont. Vous allez trier. Bien sûr, de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, des hommes, des femmes, des familles, majorité des enfants seuls. Monsieur Brett, si vous savez tout, on vous mettra là-bas. Vous viendrez vous-même les accueillir et nous les accueillir. Et chez vous? Mais je doute véritablement à vous entendre. Et chez nous. Est-ce que vous allez en accueillir? Non, mais dans votre maison à vous. Je vais vous répondre. Dans votre maison à vous. Ah, c'est votre question. La valeur de l'exemple. En tout cas, vous savez, nous avons mis en place à Villeurbanne, avec les associations, avec les particuliers, pour les gens qui veulent se manifester. Oui, avec l'argent des autres. Oui, mais avec votre... Oui, avec l'argent des autres. Avec l'argent des autres. Monsieur Boudot, Monsieur Brett, à côté de la plaque. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir ces populations. Et Monsieur Brett, on a compris qu'on n'allait pas vous mettre d'accord aujourd'hui. Je vous remercie quand même, Monsieur Brett, Monsieur le maire de Villeurbanne, d'être venu débattre ce matin avec Christophe Boudot, tête de liste du Front National aux élections régionales, qui lui reste sur le plateau, car La Voix est libre continue après un point sur l'actualité de ce midi en Rhône-Alpes. Et c'est Julie Jacquard. Merci Julie Jacquard, on vous retrouve ce soir pour le 19-20. La Voix est libre continue. Notre invité pour cette émission de rentrée, c'est Christophe Boudot, tête de liste du Front National pour les élections régionales du mois de décembre prochain. Et dans cette deuxième partie, on revient sur l'actualité de la semaine. On va commencer par parler de justice. Le Front National a toujours fait un argument de campagne de ne pas avoir affaire à la justice comparativement à ses adversaires républicains ou socialistes, et en dépit d'ailleurs du fait que Jean-Marie Le Pen soit certainement un des hommes politiques en France le plus condamné. En tout cas, une mise en examen du Front National en tant que personne morale pour financement de campagne électorale, c'est nouveau. C'était cette semaine. Alors le motif de mise en examen, c'est recel d'abus de biens sociaux et complicité d'escroquerie. Il y a des soupçons de surfacturation dans la campagne électorale législative de 2012, pour être précis. Et le Front National dénonce un acharnement judiciaire. J'ai l'impression d'entendre le même type d'argument quand c'est Nicolas Sarkozy qui est mis en examen ou placé en garde à vue. La différence, c'est que le dossier est vide. C'est une belle différence, je crois, avec Nicolas Sarkozy. C'est ce que vous dites, vous. Oui, parce que moi, je connais pour le coup très bien le Front National de l'Intérieur, et je peux vous dire que moi, j'ai profité de ce kit de campagne de 2012 dont on parle,
En tant que chef d'entreprise, j'ai été très regardant sur ce qu'on allait me proposer. J'ai signé les bons de commande, j'ai signé les bons de livraison, j'ai engagé la facture. Tout était propre. Il y avait pourquoi il y a un une site procédure internet. judiciaire? Parce que je crois que le Front National fait un petit peu peur maintenant politiquement. Il est toujours bon d'essayer de lui amener une affaire. Mais le dossier est complètement vide, je peux vous l'assurer, le dossier est vide. Donc des juges voilà, en France mettent en examen un grand parti politique sur un dossier vide. Oui, absolument. Je fais confiance, j'ai confiance en la justice de mon pays, bien évidemment. Mais le dossier est complètement vide, il ne repose sur rien du tout. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. François Hollande a tenu en début de semaine sa conférence de presse de rentrée, marquée par les dossiers internationaux, migrants et Syrie, on en a parlé tout à l'heure. Il a annoncé aussi, pour l'actualité nationale, une nouvelle baisse d'impôts pour les plus modestes, une mesure de 2 milliards d'euros. Vous dites bravo? Mais qui va croire ça? Qui va croire ça? Ça a baissé déjà cette année. Il enchaîne les conférences de presse, il enchaîne les déclarations, la communication, mais il veut peut-être baisser les impôts et après il va augmenter les taxes. Il parle déjà de taxes sur les téléphones portables, il parle déjà de taxes sur les tablettes numériques. Je crois que plus personne ne croit François Hollande. C'est un artifice électoral à quelques mois des élections. Je crois que c'est encore une conférence de presse pour rien. La baisse d'impôt sur le revenu a quand même été effective oui, pour 1 million de Français qui sont sortis du système d'impôt sur le revenu cette année. C'est vrai, mais les taxes ont augmenté. Les taxes ont augmenté partout. Et la TVA n'a pas bougé. Non, sauf la TVA. François Hollande et puis Nicolas Sarkozy avaient, tous les deux, dans le mandat de Sarkozy et dans la première moitié du mandat de François Hollande, avaient développé 40 taxes supplémentaires. Donc on n'a pas confiance quand on écoute François Hollande, et on a encore moins confiance quand il nous dit que les impôts vont baisser parce que les taxes vont augmenter. Et vous, Monsieur Boudot, Rhône-Alpin, vous leur dites quoi, puisque vous voulez devenir président de la région Rhône-Alpes-Auvergne? Vous allez baisser les impôts, alors qu'ils sont plutôt des impôts d'ailleurs en ce qui concerne la région pour les entreprises, pas vraiment des impôts directs, sauf oui, il y a quelques impôts directs, taxes comme la TIPP. Effectivement, il y a la TIPP, il y a la taxe sur les cartes grises. Nous allons nous baisser, parce que nous allons aligner la taxe sur la carte grise au niveau national, et nous baisserons les dépenses de la région. Parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est baisser la dépense publique. On en crève en France d'avoir une dépense publique trop forte. Et nous prenons l'engagement devant les téléspectateurs, devant les électeurs, de baisser de 2% le budget régional, ce qui fera à peu près 60 millions d'euros d'économies à trouver. Sur quoi? C'est moins de services, du coup, parce que non, c'est pas... Sur les services généraux, sur un tas de choses, et notamment faire travailler les services ensemble. Vous savez qu'on est dans une fusion des régions, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette réforme territoriale qui est, à mon avis, très injuste pour les territoires et très dangereuse aussi pour nos territoires. Elle ne permet pas, justement, en fusionnant, de faire des économies? On nous avait annoncé, justement, des économies, mais il n'en sera rien. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura 20% de frais de fonctionnement en plus, au moins les premières années. Qui s'accorde à dire ça? Ça a été dit dans la presse, et ça a été dit même chez mes adversaires politiques, parce qu'ils savent très bien. Mais on voit ça aussi pour la métropole. Monsieur Collomb nous avait dit, la métropole de Lyon, Monsieur Collomb nous avait dit, fusionner, ça fera des économies. Pas du tout. Ça fera peut-être des économies dans 10 ans ou dans 12 ans, mais on ne sera pas là pour le voir peut-être. Non, je crois que la priorité, c'est de faire baisser la dépense publique, faire baisser le train de vie des régions. C'est très important. En tout cas, ce sera mon premier argument principal, l'argument principal de ma campagne. Alors, quelles ont pour principale compétence l'action économique, notamment? Oui, c'est pas la compétence principale. Vous allez faire des économies là-dessus? La principale compétence, c'est les transports. C'est la formation professionnelle. On sait très bien que la formation professionnelle, c'est le fromage de la République. C'est une gabegie énorme. Donc la région doit aussi, j'allais dire, intervenir là. Mais vous savez, on a aussi la politique de la ville, qui est un fromage de la République, encore un. Il faudra réorienter les politiques publiques et aider surtout la ruralité. Parce que je pense que l'enjeu de cette élection, ce sont les territoires qui ont été oubliés. Jean-Jacques Caron a fait passer l'institution, la région, bien avant les territoires. Et moi, je veux rééquilibrer, redresser la situation. Alors, puisque vous parliez de ruralité, justement, cette semaine a été marquée par les manifestations des agriculteurs. Ils étaient à Bruxelles, mercredi, devant la Commission européenne. Après Paris, la semaine dernière, étrangement, ils voulaient presque plus de réglementation européenne, en tout cas sur les prix, pour éviter une concurrence qu'ils estiment déloyale avec les autres pays européens. Moi, j'avais compris que vous vouliez moins d'Europe, Monsieur Boudot, mais là, en l'occurrence, ce que demandent les agriculteurs, c'est des prix régulés à échelle européenne, donc une intervention européenne. Oui, mais maintenant, on a habitué les agriculteurs à vivre de l'Europe, à vivre de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le fossoyeur de la ruralité et c'est le fossoyeur des agriculteurs. Alors expliquez-moi pourquoi, alors que les agriculteurs français sont ceux qui touchent le plus
de subventions européennes de toute l'Union et Alors, que le budget de la PAC européen, donc la politique agricole commune, est le plus important de l'Union. Nous sommes contributeurs nets sur le budget européen de 8 milliards. Ça veut dire que nous voulons renationaliser la PAC et aider directement nos agriculteurs. Parce qu'actuellement, nous perdons 8 milliards entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, PAC comprise. Mais je dis, moi, aux agriculteurs que ce n'est pas l'Union européenne qui va les protéger. On les a habitués à vivre de la PAC, à vivre aussi des quotas, et maintenant on veut déréguler tout ça. Donc forcément, eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas des primes, c'est un juste prix, finalement. Oui, mais si on a une régulation des prix, vous êtes bien d'accord que la concurrence s'exerce moins. Si vous fermez les frontières et que les pays reviennent en concurrence, il y a des pays fatalement qui vont être plus concurrentiels que la France. C'est bien ce qu'ils dénoncent. Il faut réguler. Là, ils dénoncent la dérégulation des quotas laitiers. Comment on régule? Et il faut réguler, c'est l'Europe qui peut le faire, on est bien d'accord. d'accord. Mais il faut avoir toute une protection même aux frontières, parce qu'on parle de ça, mais on parle aussi des travailleurs détachés, on parle aussi du traité transatlantique. L'Union européenne est en train de signer un traité transatlantique avec les États-Unis, avec le Canada, qui va ruiner nos agriculteurs. On va pouvoir importer des produits à bas coût, certes, mais des produits qui n'auront pas les mêmes conditions sanitaires et environnementales. On va pouvoir importer, par exemple en France, des poulets au chlore. Voilà. Mais est-ce qu'on va cesser d'importer pour vous? Est-ce qu'il faut cesser d'importer, par exemple, du porc allemand, dont on sait qu'il est moins cher que le porc français? C'est ce qui a provoqué la crise porcine de cet été. Est-ce qu'il faut fermer la frontière espagnole et empêcher les fraises espagnoles de venir jusqu'en France parce qu'elles coûtent moins cher à produire que les fraises françaises? C'est un ensemble. En France, nous pâtissons du fort coût du travail. Donc on est sur une concurrence tout à fait déloyale. On est sur des marchés qui n'ont pas les mêmes niveaux de concurrence, finalement. Donc moi, je dénonce l'Union européenne, évidemment, et nous voulons reprendre en main cette politique agricole commune qui serait une politique agricole française pour aider nos agriculteurs, nos éleveurs et nos arboriculteurs. Ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il y ait plus d'impôts en France et qu'on puisse ainsi aider l'agriculture française? Si vous faites des aides pour les agriculteurs, il faut bien que l'argent vienne de quelque part, s'il ne vient pas de l'Europe. L'argent, actuellement, nous le donnons à l'Europe. Nous donnons 21 milliards à l'Europe. Mais la France, c'est celle aussi qui retouche le plus d'argent de la part de l'Europe pour aider son agriculture. Moi, je dis aux agriculteurs, cet argent-là, nous le donnons directement aux filières agricoles qui sont en train de mourir les unes après les autres. L'élevage, le lait, les fruits et la viande. On va terminer par ces images de la sucrière à Lyon qui accueille en ce moment la principale exposition de la Biennale d'art contemporain qui va durer jusqu'au début du mois de janvier. Cette expo est ouverte depuis jeudi dernier. Est-ce que vous irez la visiter, Christophe Boudot? J'y suis allé déjà. Je suis allé à la sucrière hier. Non, ça ne m'a pas beaucoup plu. Je trouve cette exposition un peu ringarde. Un peu ringarde, oui. J'étais tout seul. Alors j'ai voulu peut-être partager, mais je n'ai pas pu partager parce qu'il n'y avait personne. Il y avait peut-être une vingtaine ou une trentaine de gardiens de musée, de personnes qui pouvaient nous expliquer les œuvres, parce qu'il faut vraiment les expliquer. Je ne sais pas à qui s'adresse cette exposition. Je laisse les téléspectateurs aller la voir. Mais moi, je reviendrai quand même sur son prix d'entrée, 15 €, c'est très cher, et sur son budget total, 8 millions d'euros pour cette exposition. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la Biennale, il n'y a pas que la sucrière, il y a aussi le musée d'art contemporain, il y a d'autres choses. Il y a plusieurs sites, c'est vrai. Mais 8 millions d'euros avec pratiquement 800 000 € de crédits régionaux. Tout ça, c'est de l'argent public. Et j'ai l'impression que vous montrez quelques images. Si vous gagnez l'élection, la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui est pourtant quand même internationalement reconnue, oui, tout à fait. Moi, a du souci à se faire. Non, pas du tout. Je suis tout à fait pour l'art contemporain, parce que je trouve que c'est un art qui déstabilise, qui questionne. Mais quand même, là, c'est quand même pas mal de foutage de gueule, je l'avoue. C'est un petit peu trivial ce que je dis. Mais en tout cas, il y aura beaucoup moins d'argent public pour ce genre d'exposition. Moi, l'argent public, je vais le concentrer sur une culture accessible à tous. Et là, force est de constater que je ne sais pas à qui cette exposition est destinée. Est-ce que dans la vision en tout cas, elle n'est pas destinée à l'ensemble des Rhône-Alpins. N'importe qui peut venir. Elle n'est pas fermée à qui que ce soit. Tout le monde peut elle n'est pas venir. fermée, elle est ouverte, mais à mon avis, elle est destinée à une élite, parce que pour comprendre cette exposition, je pense qu'il faut être peut-être Est-ce que du coup, pour subventionner, le politique a un droit de regard sur la création artistique? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous, président de la région, vous allez regarder les œuvres en disant non, ça ne me convient pas? Non. On se souvient d'il y a 3 ans, Bruno Gollnisch qui a montré ses fesses en pleine séance du Conseil régional. C'est pas de la culture, ça. Ah si, c'était les subventions pour des groupes, oui, des groupes musicaux. Il voulait réagir pour des groupes musicaux orduriers ou blasphématoires.
Nous considérons que ces gens-là ont peut-être le droit d'exister s'ils rencontrent un public, mais en tout cas, l'argent public, l'argent des Français ne doit pas subventionner ce genre de groupe. Vous savez, à la région... Donc c'est vous qui décidez ce qui est bien ou pas bien en matière artistique, du coup. Non, mais c'est pas ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pas ça. C'est que les subventions doivent être réservées à des... Vous savez, Jean Vilar disait, quand il y a une subvention qui dépasse les 50%, l'artiste n'est plus libre ou l'exposition n'est plus libre. Et je crois qu'il avait tout à fait raison. Je crois que l'argent public doit être concentré. Vous savez, nous, en vous savez bien qu'il ne peut pas y avoir non plus de création artistique sans aide publique au bout d'un moment, parce que ce n'est pas que de la marchandisation. Il y a des dispositions qui sont déficitaires par essence. Mais nous considérons que la culture doit être aussi une culture enracinée, patrimoniale. Et nous avons beaucoup à faire en région Rhône-Alpes-Auvergne, parce qu'il faut défendre nos territoires, il faut défendre nos paysages, nos châteaux. Il n'y a pas que les châteaux, mais il y a aussi tout il y a beaucoup de festivals, par exemple. Je soutiendrai les festivals parce que c'est vraiment pour les territoires, c'est vraiment structurant. Mais je crois qu'il faut quand même être sérieux. Hein. L'argent public est maintenant très difficile à avoir. Il ne faut pas subventionner tout et n'importe quoi. Et nous privilégierons la culture enracinée, la culture du patrimoine. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Christophe Boudot d'avoir participé à cette émission. Les programmes régionaux reprennent eux aussi sur France 3 cet après-midi.